Merci de nous rejoindre sur la RTGA depuis Kinshasa. Voici les titres de ce journal. Éliminatoire CAN Maroc 2015. Les léopards de la République démocratique du Congo se relancent dans la course. Les hommes de Florent Ibenge ont réussi à battre les Ivoiriens à Abidjan ce mercredi sur un score de 4-3. Patrick Isso sera là pour en parler dans le JT Sport qui recevra également le catcheur Yalou Moussou qui parlera du festival des matchs qui se tiendra à Kisangani en l'honneur de l'ancien champion du monde Kele Kele. Le projet de budget 2015 déclaré recevable par l'Assemblée nationale après les réponses du Premier ministre aux préoccupations des élus. La loi des finances a tout de même été renvoyée à la commission ECOFIN pour un examen approfondi. Célébration de la journée mondiale du lavage des mains sous le thème mains propres, zéro microbe. Cette célébration soulève la problématique de la prévention contre les maladies des mains sales qui sont récurrentes en République démocratique du Congo. D'abord, donc, cette nouvelle concernant le sport. La République démocratique du Congo qui a rencontré la Côte d'Ivoire. La RDC a battu les Ivoiriens par 4-3. Le miracle s'est donc produit à Abidjan. La RDC s'est relancée dans la course des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2015. Nous y reviendrons dans le JT Sport avec Patrick Isso Bongué-Sebokuma tout à l'heure. Dans le reste de l'actualité, à l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont déclaré le projet de budget de l'État pour l'exercice 2015 recevable et l'ont envoyé à la Commission économico-financière et contrôle budgétaire pour un examen approfondi. Le reportage de Martin Kayembe, Sylvain Bété avec Richard Chacot. Sans surprise, le projet de budget de l'État pour l'exercice 2015 a été déclaré recevable par les députés nationaux réunis ce mercredi en séance plénière au Palais du Peuple. De ce fait, ce projet de loi a été envoyé à la Commission économico-financière et contrôle budgétaire pour un examen approfondi. Pour y arriver, les députés nationaux ont suivi les réponses du Premier ministre Augustin Matata Ponyo par rapport à leurs préoccupations à ce texte de loi. Des préoccupations relatives aux recettes, aux recommandations des députés nationaux, en passant par les dépenses, les provinces et les préoccupations spécifiques, Matata Ponyo n'a rien laissé pour rencontrer les préoccupations de la plénière. Tout en reconnaissant la pertinence des interventions des élus du peuple, le Premier ministre a rappelé les efforts que déplore son gouvernement pour atteindre des objectifs assignés. Il s'agit de la mobilisation de recettes, la lutte contre l'impunité, la réforme de l'administration fiscale, la réhabilitation et la construction des infrastructures routières et aéroportuaires, et l'amélioration des conditions sociales de la population avec la promotion de la classe moyenne. Quant à la promotion de la classe moyenne congolaise, les gouvernements de la RDC entrevoient de mettre en place un projet de loi visant la modernisation de l'entrepreneuriat en RDC. Ce cadre vise à offrir aux entrepreneurs nationaux de réelles opportunités d'affaires susceptibles de les intégrer dans le concert des opérateurs économiques et de ce fait de les associer à la maîtrise de l'économie de notre pays. Il permettra de fixer les régimes particuliers de l'entrepreneur national et d'instituer les mesures d'encadrement, de soutien financier et des garanties des entrepreneurs nationaux, en particulier les jeunes et les femmes, pour la création des entreprises dans notre pays. Pour réussir ce pari, Matata Ponyo a sollicité l'implication de la représentation nationale. Peu avant, le président de l'Assemblée nationale a informé la plénière du dépôt d'une motion de défiance contre le ministre délégué aux Finances par un groupe de députés de l'opposition. Et conformément au règlement intérieur et à la Constitution de la République, la plénière relative à cette question est prévue le vendredi prochain à 10 h, a-t-il informé les députés nationaux. La réplique du Premier ministre Matata Ponyo aux préoccupations des députés nationaux exprimées lors du débat général au sujet du projet de loi des finances exercice 2015 a provoqué des réactions diverses parmi les députés nationaux. Les uns pensent qu'il faut donner du temps au gouvernement Matata parce qu'il a une vision pour la RDC. Les autres, par contre, estiment qu'il manque le contrôle dans l'exécution du programme du gouvernement. Je vous propose de les suivre. Ils ont été interrogés par Sylvain Bété et Martin Kayembe. Ça fait pratiquement mon 14e budget que je vais examiner. J'ai des responsabilités dans cette commission. J'ai vu des chiffres défiler par devant moi.
Je suis responsable du sous-groupe dépenses d'investissement et j'ai vu pendant 14 ans les chiffres défiler. Mes chers amis, si vous saviez d'où nous venons, de quel trou nous venons, mais cet homme-là que vous avez vu, c'est un homme à féliciter avec son gouvernement. D'abord le président de la République qui a cru en ça. Je vais vous donner seulement une idée. Quand le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, est arrivé au pouvoir dans ce pays, en 2001, le premier budget qu'il a examiné au Conseil des ministres était un budget de 301 millions de dollars. Regardez où nous allons. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il vous a parlé ici qu'il y a beaucoup de lois examinées pour permettre au gouvernement également de mobiliser beaucoup de recettes. Il a cité la loi sur les hydrocarbures, il a cité le code minier qui est encore en discussion au niveau du gouvernement. Et tout cela va nous permettre de certifier tout ce que nous avons comme réserve dans le secteur pétrolier, dans le secteur minier. Et ça peut nous permettre un jour d'élever même des fonds sur les places financières internationales. Donc je suis un homme heureux et surtout avec tout ce qu'il a fait comme annonce en ce qui concerne notre compagnie nationale qui va arriver bientôt, Congo Airways. Bon, il a encore renforcé les choses en rappelant ce qui est en train d'être fait à Bukangalonzo et qui se fera bientôt à Ruzizi. Donc je crois que vous l'avez vu vous-même. La tâche est délicate. Nous en sommes conscients. Le Premier ministre, je n'ai pas l'impression qu'il tourne les pouces. Il essaye, mais je dis que ce n'est pas suffisant. Il doit faire davantage. Si il me demandait mon conseil, par où je dois commencer, je lui dirais, Monsieur le Premier ministre, commencez par la sanction. On ne sanctionne pas dans ces pays. C'est pour cela que nous en sommes à des budgets faibles. Le Premier ministre, il a pu répondre à nos différentes préoccupations, mais comme on l'a dit et comme le président de l'Assemblée a eu à le dire, nous allons devoir travailler en détail dans la commission ECOFIN, où c'est la commission technique qui va devoir analyser ce budget et sûrement porter les corrections s'il y a nécessité. Moi, j'avais demandé à ce que le ministre respecte ce qu'il avait dit, le Premier ministre, ce qu'il avait dit au mois de mai 2012 dans son programme d'action du gouvernement. Il nous avait dit que le budget de 2015 sera à l'ordre de 12 milliards de dollars américains. Or, on nous a présenté un budget de 9 milliards. Alors, c'est ce que moi, je lui ai demandé d'harmoniser. Il n'a pas accepté qu'il va harmoniser. Il va dire que les efforts sont fournis. Je suis scientifique parce que le pays est grand, les besoins sont énormes, les recettes sont faibles. Et donc, pour décoller notre pays, il faut le concours de tout le monde. Il faut encourager notre gouvernement d'aller de l'avant et de faire beaucoup plus. Les USA ont relevé la nécessité de mettre fin au désarmement d'ici le 2 janvier 2015 de tous les groupes armés en République démocratique du Congo. L'envoyé spécial des États-Unis dans la région des Grands Lacs en a parlé ce mercredi avec le Premier ministre. Matata Ponyo s'est aussi entretenu avec les ambassadeurs de l'Union européenne sur les partenariats entre la RDC et l'Union européenne. Le reportage de Bibiche Mouzeke Matete. En séjour à Kinshasa, Russ Feingold, envoyé spécial du gouvernement américain dans la région des Grands Lacs, a échangé avec le chef du gouvernement Matata Ponyo Mapon. Au centre des entretiens entre les deux personnalités, le nouveau code constitutionnel et les perspectives d'une loi qui se rapporte aux tribunaux mixtes. Nous avons parlé de la nécessité d'une action contre les FDLR et tous les autres groupes armés. L'échéance de leur désarmement le 2 janvier. Nous avons parlé des aspects pratiques du financement des futures élections, de certaines initiatives environnementaux, écologiques au regard de la région des Grands Lacs. Notons que le dernier passage dans la capitale congolaise de l'envoyé spécial d'Obama remonte au mois de juin dernier. Par ailleurs, l'Union européenne
dont l'assistance s'estime à 44%, soit 17 milliards de dollars américains, voudrait orienter cette aide aux efforts de construction de la paix, du développement et de la stabilité dans la région au bénéfice de la population. La rencontre entre le chef du gouvernement et les ambassadeurs de l'Union européenne ont essentiellement tourné autour de ce partenariat afin qu'il soit une réussite. La situation sécuritaire est stable sur l'ensemble du pays. C'est l'essentiel qui ressort du point de presse hebdomadaire de la MONUSCO tenu ce mercredi au quartier général de cette institution onusienne. Martin Kayembe et Martin Moudimbi ont couvert cette conférence de presse. D'entrée de jeu, le colonel Félix Prosper Basse, porte-parole militaire de la MONUSCO, a brossé l'état des lieux de l'environnement sécuritaire dans les provinces situées dans l'est de la RDC. Celui-ci a été jugé stable durant la semaine écoulée. À en croire Félix Prosper Basse, les casques bleus du bataillon ghanéen de la force de la MONUSCO poursuivent sans désemparer la conduite de leur patrouille de domination de terrain dans leur zone de responsabilité dans le but d'interdire toute infiltration des groupes armés dans les centres urbains ainsi que les régions frontalières et de protéger les populations civiles. Toujours selon le porte-parole militaire de la MONUSCO en province orientale, face à la résurgence des activités négatives des éléments résiduels de l'armée de résistance du Seigneur dans les districts du Haut et Bas Zouélé, la force de la MONUSCO et les FARDC ont renforcé la conduite d'opérations conjointes dénommées Roudia 2. Dans la foulée, des casques bleus des forces spéciales guatémaltèques de la MONUSCO ont à cet effet mené avec des militaires des FARDC dans le cadre de l'opération conjointe dénommée Chumangumi Point d'Acier, des patrouilles motorisées de longue portée dans la région d'Anzi. Qu'à cela ne tienne, la MONUSCO a également fait écho du déplacement de 35 000 personnes, dont près de la moitié dans le territoire de Lubero. Ces personnes ont été enregistrées depuis septembre dans la province du Nord Kivu. Toujours dans le chapitre sécuritaire, il s'observe depuis un certain temps un activisme de terrorisme dans certaines contrées de la province du Nord Kivu. Pour faire face à cet état des choses, l'autorité nationale a déployé des commandants dans différentes régions militaires. Selon Julien Paloukou, gouverneur de la province du Nord Kivu, le défi reste la pacification de son territoire. Je vous propose de les suivre. Il a été joint au téléphone par Simon Kabamba. Les plus grands problèmes que nous avons connus ces derniers jours, c'est le carnage qui est lié effectivement à Beni. Moi, je crois qu'à la suite du décès du général Baouma, qui était le commandant de la 8e région militaire avant qu'elle ne devienne la 34e région militaire, il est tout à fait normal qu'au niveau des forces armées, c'est un grand coup de foudre qui est arrivé et qui a créé un petit relâchement. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que comme vous le savez, il y a une reconfiguration des forces armées où désormais on parle des zones de défense, des régions militaires et des secteurs opérationnel. La reconfiguration de nos forces armées avec le redéploiement de nouveaux commandants ne pouvait qu'influer sur les activités militaires parce que entre la passation des pouvoirs et la prise effective de ces pouvoirs, il devait s'y observer quelque chose. Comme l'autorité a vite compris cela, elle a dépêché nouveau commandant de la 3e zone de défense, le général Mouchale, à Beni avec le nouveau commandant de la 34e région militaire, avec le général Delphin qui est en charge de tous les renseignements militaires au niveau de la République pour que toutes ces questions de Beni, de Rutshuru, de Massissi trouvent désormais des réponses. Lorsque l'M23 est entré dans la ville de Goma, il a libéré près de 1100 détenus, parmi lesquels plus de 700 criminels. Donc vous comprenez que ce sont des grands défis auxquels nous faisons face. Nous avons encore un grand défi à relever, c'est celui de pacifier totalement la province. Mais comme je l'ai dit souvent, on ne peut pas considérer qu'il y a encore une guerre au Nord Kivu. C'est des activités de terrorisme urbain, c'est des activités par lesquelles certains veulent encore se nourrir ça et là pour chercher quoi manger, mais je suis certain qu'avec les mesures que nous venons de mettre en place, on va devoir y mettre un terme. Il ne faudrait pas qu'à chaque fois que nous avons des petits problèmes, même de police, de sécurité publique, que nous pensions que ce soit la MONUSCO qui va chaque fois nous aider. Et les jours où les forces de la MONUSCO partiront, chez qui nous devrions recourir. Donc je pense que nous devrions davantage pouvoir nous autonomiser, renforcer nos capacités internes pour devoir faire face aux problèmes. Et c'est là la stratégie que nous avons édictée au niveau de la province Nord Kivu.
À Beni, nous apprenons que ce mercredi, il y a eu comparution du colonel Kamoulégué des forces armées de la RDC. Il est accusé d'avoir fourni les armes et munitions aux ADF pour tuer le général Mamadou Ndala. Comment s'est déroulée cette 11e audience? Notre correspondant Jonas Mbaye nous répond. Le colonel Kamoulete Joker a été devant la cour dans la 11e audience sous le procès de la mort du colonel Mamadou. Ce colonel FARDC sans fonction, avec un faux numéro matricule et sans aucun document officiel l'identifiant comme soldat FARDC, a comparu et a été présenté par des témoins comme étant à la tête d'une organisation large qui fournissait tenues FARDC, armes et munitions, ainsi que de la ration aux ADF Nalou depuis 2011. Présent au sein des FARDC par simple connaissance de plusieurs officiers FARDC, le colonel Kamoulete Joker est parmi les officiers FARDC arrêtés dans le dossier de la mort du général Mamadou Moustapha Ndala. Car pour le ministère public, le groupe ADF Nalou, venu tendre l'embuscade au convoi du général Mamadou, était guidé, orienté par certains officiers FARDC qui auraient même facilité la fuite après l'opération. Un seul témoin a été entendu par la cour aujourd'hui contre le colonel Kamoulete Joker et plusieurs autres témoins seront entendus pour l'audience de ce jeudi. Notons que la grande partie de l'audience de mercredi était consacrée à un débat houleux entre le ministère public et la défense. Le débat était centré sur les exceptions de la défense du colonel Kamoulete qui estimait que la décision de renvoi pour leurs clients était obscure, sans précision, ce que le ministère public a rejeté. La cour a dû se retirer. Après plus d'1h45, la cour a repris l'audience en rendant un arrêt avant du droit qui a rejeté les exceptions de la défense du colonel Kamoulete Joker. L'audience se poursuit donc ce jeudi. Beni, Jonas Mbaye, RTGA. Venons-en maintenant à la célébration ce 15 octobre de la journée mondiale du lavage des mains en République démocratique du Congo sous le thème « Mains propres, zéro microbe ». À cet effet, l'on peut s'interroger sur les mesures préventives pour lutter contre les maladies des mains sales, l'une des causes des mortalités en République démocratique du Congo. Astrid Bouy, Bodrimata, reportage. À l'heure où la communauté internationale célèbre la journée mondiale du lavage des mains au savon sous le thème « Choisir le lavage des mains, c'est choisir la santé », l'on peut donc s'interroger sur les mesures de la prévention contre les maladies des mains sales. Pour la petite histoire, c'est depuis 2008 que le 15 octobre a été choisi comme date de sensibilisation de la population à l'importance du lavage des mains au savon ou à la cendre comme moyen de prévention efficace contre les maladies diarrhéiques et respiratoires. Une enquête démographique et de santé de 2013 à 2014 a révélé qu'en RDC, un ménage sur deux ne dispose ni d'eau, ni de savon, ni tout autre produit nettoyant pour se laver les mains. Situation fréquemment observée en milieu rural, soit 62% de la population congolaise, qu'en milieu urbain, soit 37%. La pratique du lavage des mains est pourtant essentielle pour la santé, en particulier celle des enfants. Le choix du thème « Mains propres, zéro microbe » en RDC se justifie aussi par le mot d'ordre lancé en ce qui concerne les mesures hygiéniques pour lutter contre Ebola à l'Équateur et éviter sa propagation. Certes, les maladies des mains sales les plus évoquées en RDC sont la fièvre typhoïde et le choléra. Deux épidémies qui sévissent généralement dans les régions où les populations ont des difficultés d'accès aux bonnes conditions sanitaires. Des statistiques renseignent qu'en avril 2014, la zone de santé de Tembo dans le Bandundu a enregistré plus de 1600 cas suspects dus à la fièvre typhoïde. 24 décès notifiés et 1,45% du taux de létalité. Tandis que pour le choléra, en 2012, plus de 33 000 cas ont été enregistrés, 792 décès et 2,3 de taux de létalité. En 2011, le cas de contamination était de plus de 22 000 cas, 500 décès et 2,3% de taux de létalité. Le gouvernement congolais et ses partenaires en santé s'attellent dans la sensibilisation de la population pour réduire le taux de mortalité dû aux maladies des mains sales. D'où la nécessité de laver les mains avec du savon avant et après le repas et après avoir été aux installations hygiéniques.
Santé toujours, les Nations Unies réclament des moyens supplémentaires pour lutter contre l'épidémie d'Ebola. Selon l'Organisation mondiale de la santé, on estime qu'il pourrait y avoir entre 5 000 et 10 000 nouveaux cas par semaine des personnes infectées par le virus à partir du mois de décembre. Pour le Conseil de sécurité des Nations Unies, ces nouveaux chiffres montrent que l'épidémie d'Ebola n'est fait peut-être que commencer. Commentaire Vicky Moukeba et Esther Mpezo. L'épidémie d'Ebola n'est pas encore sous contrôle. C'est le message lancé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette organisation mondiale anticipe même une forte augmentation de l'épidémie, jusqu'à 5 000 à 10 000 nouveaux cas des personnes infectées par le virus Ebola en Afrique. Selon l'OMS, le taux de mortalité des malades contaminés peut atteindre 70% dans les 3 pays les plus touchés, à savoir le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone. Face à cette forte augmentation de l'épidémie, les Nations Unies réclament des moyens supplémentaires, dont des véhicules, des laboratoires, au moins 7 000 lits de plus et surtout du personnel médical qui fait défaut. Les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies reconnaissent que beaucoup de pays hésitent à envoyer du personnel médical. Les pays craignent de voir revenir chez eux des infirmières ou des médecins infectés par Ebola, comme c'est le cas de la France, des États-Unis et de l'Espagne. L'Institut national pour aveugles INAV a abrité ce mercredi la célébration de la journée internationale de la canne blanche. Ce bâton qui guide la personne non-voyante dans un milieu maîtrisé a été au cœur de la cérémonie, marquée notamment par la démonstration de l'usage de la canne blanche. Reportage Georges Bakabakangese avec Bienvenue Magambo. La mobilisation des personnes malvoyantes et celles vivant avec d'autres handicaps au sein de l'Institut national pour aveugles a justifié la journée internationale dédiée à la canne blanche. Ce signe distinctif des aveugles et qui les aide à détecter les obstacles et à orienter les personnes malvoyantes est un palliatif à l'handicap visuel. Le directeur général de l'INAV, Ferdinand Kumba, qui l'a rappelé, a saisi l'occasion pour s'attarder sur les obstacles qui entravent l'enseignement spécialisé des non-voyants. Le poinçon, qui est le bic des aveugles, accompagné du papier braille que nous introduisons dans notre tablette pour écrire. Également, nous manquons de frais de fonctionnement. La canne blanche est certes un instrument de secours, mais il n'est pas un bâton magique, a souligné Prosper Moukoulmania, directeur des actions sociales de l'INAV. Ce n'est pas un bâton magique, c'est un bâton comme tout autre bâton, mais qui sert à un aveugle de pouvoir se déplacer seul à un milieu maîtrisé. Puisqu'il y a d'autres gens, quand ils vous voient avec une canne autour du boulevard, à la route là-bas, ils disent que Notikaye, Azana Kane Naïkola qui s'est là. Mais ça nous permet à pouvoir découvrir les obstacles. Lorsque vous balancez une canne comme devant moi, il y a une table ici. Lorsque j'ai balancé la canne, je comprends déjà qu'il y a un obstacle devant moi. Au lieu que je puisse me cogner à la table, directement, je peux, moyennant la canne, éviter l'obstacle qui se trouve devant moi. L'usage de la canne blanche a été illustré par une démonstration d'encadrement des traversées d'une voie routière à circulation dense à l'instar de l'avenue des Huileries. Des machines à coudre et autres cadeaux ont été remis aux lauréats des foyers sociaux après leur formation en coupe et couture. Une façon pour Marie-Olive Lembe Kabila, première dame de la RDC, de les encourager dans l'autonomisation pour le mieux-être des familles des militaires. Suzy Kibira Omari. Les foyers sociaux existants dans les camps militaires, notamment Lufungula, Tchachi, Kabila, Force Navale, Ndolo et autres camps policiers portent déjà des fruits. 139 finalistes, dont 9 lauréates, ont reçu des cadeaux de la première dame de la République démocratique du Congo, Marie-Olive Lembe Kabila, des mains du vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Alexandre Lubantambo.
La coordonnatrice de l'association des épouses des militaires et policiers, Georgette Ondekane, a remercié Marie-Olive Lembe-Kabila pour son implication dans la formation des épouses et filles des hommes en uniforme. Permettez-moi de remercier avant tout le Dieu Tout-Puissant, maître de temps et de circonstances. Ensuite, mes remerciements s'adressent également à la distinguée première dame de la République, initiatrice et présidente de l'association des épouses des militaires et policiers, pour avoir pensé à la création de foyers sociaux en vue de l'épanouissement et le bien-être de familles des hommes en uniforme. Les brevets leur ont été également remis à l'issue de cette session de formation. La joie était à son comble du côté des lauréates qui désormais peuvent apporter leur contribution dans leur foyer. Elles ont appris à pêcher et peuvent à présent voler de leurs propres ailes dans le respect de l'objectif de Marie-Olive Lembe-Kabila, à savoir l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale a par la même occasion visité les différents ateliers de couture afin de s'imprégner des conditions de travail. Les matériels roulants et informatiques constituent le don du fonds du programme des Nations Unies pour le développement et des partenaires à la Commission électorale nationale indépendante. Cette dotation est la réponse à la demande du gouvernement congolais au secrétaire général des Nations Unies pour l'organisation des élections provinciales, locales et générales en République démocratique du Congo. Le reportage de Suzy Kibira Omari. Ce don est constitué de 3548 kits d'enrôlement, 12 serveurs, 12 photocopieuses, 28 équipements informatiques, 46 véhicules, 20 motos et 36 matériels électroniques. Le programme des Nations Unies pour le développement et ses partenaires s'impliquent dans la réussite du processus électoral en RDC. Je suis heureuse d'être parmi vous à l'occasion de cette cérémonie de transfert officiel et définitif des équipements acquis par les différents projets d'appui au cycle électoral, notamment l'APEC, le PES-1 et le PES-2. Ceci représente le fruit de la coopération entre le programme des Nations Unies pour le développement et les pays contributeurs ici présents au processus électoral en RDC. L'abbé Apollinaire Malou, qui a reçu ce matériel, a remercié les donateurs pour ce énième appui dans l'organisation des élections en RDC. Au nom de la Commission électorale nationale indépendante, je voudrais exprimer notre profonde gratitude et sincère reconnaissance pour tout l'appui que nous avons reçu durant les différents processus électoraux. Comme cela a été indiqué, la communauté internationale nous a appuyés de multiples formes. Ce don de l'Union européenne, du Royaume-Uni, de la Belgique, de la France, du Canada, des Pays-Bas, de la Suisse et de la Suède, de l'Afrique du Sud et du PNUD s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au processus électoral en République démocratique du Congo. Plus de 1500 élèves du primaire et secondaire des centres ruraux de Kamwesha à 120 km à l'est de Chikapa étudient à la Belle Étoile. Les bâtiments des deux écoles ont été détruits par des pluies diluviennes. Laurent Lukengu, comment se déroulent les enseignements dans les écoles et qu'est-ce que les responsables et les élèves demandent exactement ?